démarrer. Donc, merci et bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ce soir à participer à ce webinaire qui est organisé par donc Santexpat.fr et par la FIAF, qui est le réseau des accueils d'expatriés francophones à l'étranger. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vous concerne tous, c'est la santé aux États-Unis. En effet, beaucoup de Français choisissent de s'expatrier dans ce vaste pays, seul, en couple ou en famille. Dans tous les cas, une telle aventure se prépare et même une fois sur place, il n'est jamais trop tard pour faire les bons choix quand il s'agit d'un sujet aussi crucial que la santé. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons traiter de 3 thématiques au travers du témoignage de nos intervenants. Ils vont vous parler dans un premier temps du parcours de soins aux États-Unis, puis des coûts de santé et de leur remboursement, et enfin de la manière dont appréhender les nombreuses complexités administratives de ce pays. Donc pour vous, nous avons rassemblé 3 intervenants. Ce soir, ils vont partager en direct, donc ici sur Zoom et sur Facebook Live, leur expertise et leur expérience, puis répondre à vos questions. Il s'agit de Réginald Alouche, qui est médecin diabétologue, ingénieur biomédical et ancien expatrié à Miami, de Raphaël Lebars, directeur distribution et partenariat chez Santexpat.fr, et enfin d'Annie Galland, présidente de l'accueil FIAF de Washington. Nous disposons d'1 heure environ, donc chaque intervenant prendra la parole sur chacune de nos 3 thématiques, et ensuite nous disposerons d'une quinzaine de minutes, un peu plus si vous le souhaitez, pour la session de questions-réponses. Vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat prévu à cet effet sur Facebook Live ou sur Zoom, et nous y répondrons. Donc, je laisse maintenant nos intervenants se présenter chacun à leur tour. Réginald, je vous invite à inaugurer cette présentation. Oui, bonjour. Donc, comme vous l'avez dit, je suis médecin, je suis également ingénieur. Et dans le cadre de cette double casquette, j'ai fondé une structure pour la prévention du diabète et du prédiabète aux États-Unis, parce que c'est un problème endémique, puisqu'il y a à peu près 90 millions d'Américains qui sont prédiabétiques. Le prédiabète, c'est une maladie, c'est l'avant-diabète. On parle bien du diabète de type 2, qui est le plus fréquent. Et il y a une période de prédiabète qui peut durer 5 à 15 ans. Et il est dommage, comme c'est une période très, très réversible, que personne ne s'en occupe et ne le prévienne, parce que lorsqu'on est diabétique, c'est irréversible. Voilà, donc je me suis expatrié pendant 5 ans, à mi-temps, entre la France et les États-Unis. Et donc, j'ai été aussi confronté à la prise en charge médicale aux États-Unis. Et ça m'a permis aussi d'approfondir un peu ma vision du système de santé américain, et qui est aujourd'hui extrêmement financiarisé, puisque ce sont les parcours de soins, les sociétés qu'on appelle les HMOs, les Health Maintenance Organizations, qui sont les leaders. Il y a effectivement les réseaux de soins qui ont le vent en poupe. Et puis, il y a des systèmes publics, qu'on verra tout à l'heure, Medicare, Medicaid. Et donc, c'est assez compliqué à appréhender pour un Français, parce qu'un Français, il a sa carte vitale, il rentre dans n'importe quelle pharmacie ou hôpital, de toute façon, il ne paiera pas, ou le reste à charge est quasi nul. Et donc, aux États-Unis, le système est libéral, on le verra tout à l'heure, et donc il est très centré autour des moyens financiers, et le prix des médicaments, par exemple, peut aller du simple au décuple. Donc voilà pour ma rapide présentation. Puis j'ai écrit quelques bouquins, donc voilà, ça un peu voilà. Merci beaucoup, Réginald. Raphaël, je t'en prie. Bonjour à tous, donc Raphaël Lebars, directeur de la distribution et des partenariats chez Santexpat.fr. Ancien expatrié, malheureusement pas encore aux États-Unis, c'était en Irlande et en Écosse. Et ça fait 10 ans quasiment, je sais que je ne les fais pas, mais que je suis spécialiste de la santé internationale, donc des expatriés au sens large. C'est vrai que le terme expatrié est un petit peu galvaudé ou mal compris parfois, mais en tout cas des résidents français à l'étranger, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, voilà, sur leurs problématiques de couverture sociale, aussi bien en santé qu'en prévoyance. Super, merci beaucoup. Je vous en prie, Dani, allez-y. Oui, bonjour, je suis Dani. Qu'est-ce que j'ai enlevé oui. Bonjour, je suis Dani Galland, je suis présidente de l'accueil de Washington. Je suis donc un accueil affilié à la FIAF. Je suis expatriée aux États-Unis depuis 2005 et plus généralement depuis plus de 40 ans. Je suis confrontée tous les jours à des problématiques de santé auprès des adhérents de notre accueil. Je suis assez rodée en ce qui concerne la santé aux États-Unis et la santé en France. Donc, voilà pour mon expertise.
Merci beaucoup à tous les trois. Je passe maintenant la main à Raphaël Lebars qui va conduire l'ensemble de cette présentation. Et on va tout de suite commencer donc par les parcours de soins aux États-Unis. En effet, merci Candice pour cette introduction. On a décidé d'organiser ce webinaire en 3 parties. La première concerne donc le parcours de soins aux États-Unis, qui est vraiment différent de ce que l'on peut connaître en France. Nous avons notamment l'existence de réseaux de soins qui sont très importants et très présents dans l'écosystème de la santé aux États-Unis. Il en existe 2 types principaux pour ce qui est des assurances locales notamment. Réginald l'évoquait un petit peu tout à l'heure, donc il y a les HMO, les Health Maintenance Organization, qui est un type de réseau fermé, c'est-à-dire que contrairement à ce que l'on peut connaître nous en France, il est nécessaire lorsque vous passez par un assureur qui est donc dans un schéma HMO de passer par le réseau de soins, par les professionnels de santé de ce réseau pour avoir une prise en charge de ces soins sans véritable flexibilité. C'est-à-dire que si vous passez en dehors de ce réseau-là, dans la grande majorité des cas, les frais de soins sont à votre charge. On peut aussi donc rencontrer un réseau de soins que l'on appelle PPO, donc Preferred Provider Organization, qui est un réseau de soins plus ouvert que le HMO, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la prise en charge et du tiers payant dès lors qu'on passe par le réseau. Donc les assureurs sont plutôt contents de ce schéma-là, puisque finalement, c'est des tarifs préférentiels qui sont facturés aux assureurs, donc tout le monde est gagnant, l'idée étant d'avoir une inflation médicale contrôlée lorsque l'on passe par le réseau. Mais il y a une plus grande flexibilité que le HMO, puisque cela permet d'aller en dehors du réseau et soit d'avoir un remboursement de 50% par exemple de la dépense ou de 100% plafonné à un certain montant qui est indiqué dans les conditions générales du contrat. Et c'est notamment ce que nous, on préfère chez Santexpat, c'est de passer via des assureurs internationaux qui privilégient le PPO, puisqu'on a notamment des problématiques de Français qui aiment bien, qui préfèrent aller voir des médecins francophones lorsqu'il y en a dans la ville dans laquelle ils se trouvent, qui ne font pas toujours partie d'un réseau de soins. Donc de pouvoir jongler finalement entre le réseau pour éviter l'avance de frais et d'aller en dehors du réseau lorsque on m'a recommandé un médecin compétent ou qui parle ma langue, par exemple. C'est un système que l'on apprécie. Les soins qui sont notamment pris en charge dans le réseau sont donc ceux qu'on voit listés ici, donc l'hospitalisation, les consultations généralistes ou spécialistes, la pharmacie, les différentes analyses médicales. Alors ici, on a noté des réseaux qui sont plutôt utilisés par les assureurs internationaux que l'on peut proposer. Donc notamment donc Aetna, qui a une double casquette aux États-Unis, puisqu'ils sont à la fois assureurs, mais aussi réseau de soins. UHC, donc United Healthcare, qui est un réseau de soins très étendu aussi aux États-Unis. Ou par exemple Global Excel, qui est en fait une interface pour les assureurs internationaux qui ouvre notamment l'accès à des réseaux de soins comme Aetna ou United Healthcare, mais également sur des réseaux de pharmacie comme CVS, Caremark, qui est très étendu aux États-Unis, pour permettre aux assurés français notamment via des assurances internationales d'être couverts et d'exister finalement aux yeux des médecins américains, puisque c'est notamment un sujet pour les Français, c'est qu'on va souvent vous demander quel est votre assureur. Et lorsque vous dites que vous appartenez à un réseau, ou en tout cas que le contrat qui vous couvre vous permet d'avoir un numéro d'assuré du réseau, la vie est un petit peu plus simple aussi pour prendre ces rendez-vous. Donc, je vais laisser Réginald peut-être rebondir sur ces sujets-là qu'il a connus en tant que médecin et en tant que personne lambda. Alors, sur le problème des différences entre HMOs et PPOs, en fait, il y a aussi des HMO qui ont des circuits fermés de très bonne qualité. C'est-à-dire que quand on a en cardio, par exemple, avec Kaiser Permanente, et dans certains États, parce que les États-Unis sont un État très vaste, fédéral, et donc on peut avoir des spécificités locales. Une chose qui est importante, c'est qu'il faut faire très, très attention lorsqu'on s'inscrit, parce qu'ils vont vous proposer des plans de garantie, et il faut toujours prévoir le pire, parce que souvent on ne coche pas la bonne case, et lorsqu'on ne coche pas la bonne case, il faut savoir qu'aux États-Unis, la santé coûte extrêmement cher. Je prends un exemple,
un inhaleur de ventoline, ça coûte à peu près 4 euros en France. Ça peut aller jusqu'à 80 $ aux États-Unis. Donc, tout est très, très cher. Alors, je sais même qu'il y a une réaction aujourd'hui au niveau politique, au niveau du gouvernement Biden, pour essayer de réguler un peu tout ça, puisque la doxa, c'est de dire ben, la recherche est payée par les citoyens américains et par les patients américains et les assureurs. Aujourd'hui, les choses, j'espère, vont changer. Mais par exemple, une prise en charge, ne serait-ce que pour une simple appendicite, peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, il faut faire très, très attention et surtout, ne pas faire l'économie d'un plan, ne pas faire l'économie d'assurance santé aux États-Unis. Surtout pas, hein, parce qu'on parle des différentes propositions, mais le message que je voudrais aussi porter, c'est qu'il faut vraiment, vraiment prendre une garantie aux États-Unis, parce que ça coûte extrêmement cher. La visite chez un généraliste, ça peut être 250 $, ça peut aller jusqu'à 400 $, 500 $. Hein. Donc, ça n'est pas le 25 euros français. Donc, il faut changer, il faut complètement revoir son paradigme concernant la santé aux États-Unis. Et puis, comme c'est un système de santé qui est essentiellement privé, hein, à part les 2 programmes dont on va parler qui sont Medicare, Medicaid, il faut savoir aussi choisir le bon interlocuteur et être conseillé dans ce cadre-là. Parce que tout se fait à coup de publicité. Vous allez recevoir de la pub par certains réseaux, vous serez sollicité, et donc il faut savoir de quoi on parle. Je pense qu'il faut être aidé et conseillé dans ce domaine. On l'a vu, je pense que c'est ce que fait aussi Mme Galland, c'est qu'elle recommande et elle conseille aux gens qui sont aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays où la santé coûte extrêmement cher, je le répète encore une fois, et oubliez tous les réflexes santé que vous avez en Europe et en France. Voilà en première approche que je voulais insister. En effet. C'est très vrai. C'est vrai qu'en France, on a notamment une liberté de choix dans le généraliste ou dans le spécialiste qu'on peut aller consulter. C'est plus délicat lorsqu'on passe par ce type de réseau. Donc nous, en tant que courtier, comparateur et conseiller finalement des Français qui s'expatrient, on évoque tous ces sujets-là. Les assureurs internationaux avec lesquels on travaille, comme je le disais tout à l'heure, permettent également de passer en dehors du réseau. Alors, ce qui peut parfois être un petit peu compliqué pour être reconnu par les médecins américains, mais qui a comme vertu, d'une part, voilà, la liberté de choix du médecin. Alors, ça nécessite d'avancer les frais lorsqu'on va chez le médecin, et ensuite, tous les assureurs, par exemple, avec lesquels on travaille, ont développé des applications smartphone ou des espaces clients en ligne qui permettent en fait de simplement prendre en photo les factures acquittées. Donc, c'est très important d'avoir une facture acquittée lorsqu'on sort de chez le médecin et de l'envoyer via l'un de ces supports pour être remboursé. Alors, selon l'assureur et selon si vous êtes, pour certains d'entre vous, affilié à la Caisse des Français de l'étranger, le délai est compris entre 48 heures pour être remboursé et 2 à 3 semaines pour ceux qui sont affiliés à la Caisse des Français de l'étranger et qui est un complément. Donc voilà, on a quand même cette possibilité-là de jongler et sortir du réseau. Je ne sais pas si Réginald voulait évoquer aussi. Non, tout à fait. Il y a aussi un point, alors je ne sais pas si ça fait partie de votre stratégie, de votre offre. Il faut savoir aussi que lorsqu'on est salarié aux États-Unis, certaines entreprises peuvent avoir des plans internes, et donc ça vaut parfois le coup de voir ce qu'il y a en plan interne et de savoir si vous allez être affilié, parce que souvent les employeurs américains, pour attirer ou pour garder du personnel, leur proposent de payer tout ou partie de leur assurance médicale. Donc ça, il faut que vous voyez ça avec le plan qui est prévu dans votre entreprise. Et parfois, il est peut-être utile de prendre des compléments si vous voulez être sûr d'être bien pris en charge de façon quasi équivalente à la France. Alors, je ne sais pas si, Raphaël, vous me dites si ce que je dis est idiot, mais non, souvent… c'est pas idiot. C'est le cas. Alors, c'est vrai que c'est plutôt proposé par des entreprises d'une certaine taille. De grosse taille, oui, c'est les GAFA, Ouais. par exemple, c'est tous ces gens-là. Exactement. Pour des structures plus petites, c'est vrai que c'est un petit peu plus délicat. Alors parfois, ça peut quand même être proposé par l'employeur. Et nous, on est aussi en posture de conseil à ce moment-là
pour comparer eh bien, la garantie proposée par l'employeur par rapport à ce que la personne pourrait prendre finalement de façon individuelle, parce qu'on verra tout à l'heure, mais il y a des notions de deductible, donc de franchise, de copayment, out of pocket, qui sont des notions qui n'existent pas sur les contrats que l'on propose, où on a vraiment une approche à la française. Donc voilà, c'est vrai que tous ces sujets-là font partie, entre guillemets, de l'audit et des choses à regarder avant de choisir le plan le plus adapté. On voulait évoquer aussi un cas très important et finalement un sujet qui est quasiment quotidien pour nous, pour les futurs expatriés ou les expatriés déjà en place aux États-Unis, qui est la maternité, parce qu'on sait que c'est une garantie originale d'évoquer la nécessité de se couvrir de façon globale sur l'assurance santé, mais la maternité, pour les personnes qui ont ce projet-là, ou même pour celles qui ne l'ont pas encore, mais qui sont au début de leur expatriation aux États-Unis, c'est important de l'avoir, puisque on a notamment des délais de carence qui peuvent être importants chez les assureurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, avec 10 ou 12 mois, par exemple, de carence. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre en amont. Et on sait qu'une consultation, une maternité aux États-Unis peut atteindre des montants records. Hein. La moyenne est entre 17 000 et 30 000 $, mais on a des cas largement plus élevés que ça. Et surtout s'il y a une prise en charge, juste je complète, surtout s'il y a, ce qui est souvent le cas parfois des prises en charge de prématurés, et donc il y a des frais de pédiatrie et de réanimation au-dessus, et là on peut vraiment dépasser les 100 000 $. Hein. Ouais. Donc, faire très attention à ce sujet. Et effectivement, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Il faut absolument penser à ça, même si elle n'est pas prévue dans votre planning, je dirais, familial, mais pensez-y parce que s'il y a le moins de pépins, ça peut aller très, très vite. Hein. Exactement. Après, nous, on a aussi une importance, on est courtier comparateur, mais on a une vraie relation dans la durée avec nos clients, notamment sur ce sujet-là, qui est un sujet central. Et on parle beaucoup d'une notion aux États-Unis et chez les assureurs internationaux qui est le cost containment ou le repricing, c'est-à-dire que les assureurs en fait, internationaux reçoivent des devis pour la maternité ou d'autres soins, mais là, on va parler de la maternité, qui peuvent être beaucoup plus élevés que le prix qu'ils vont finalement payer. Et en fait, sur les plafonds qui sont indiqués dans les tableaux de garantie des différents assureurs, on voit que la maternité est souvent plafonnée sur les garanties les plus généreuses à 12 000, 15 000, 20 000 $, ce qui peut paraître très en dessous des plafonds qu'on a pu évoquer là. Et en fait, l'assureur, lui, a le poids pour renégocier les tarifs avec l'hôpital. Et nous, en termes de conseils, à titre d'exemple pour vous, alors je ne dis pas que ce n'est pas contractuel, hein, ce que je dis, c'est toujours du cas par cas, mais on a eu un exemple l'année dernière d'une maternité qui a coûté plus de 104 000 $ en Californie. La personne avait un plafond de 20 000 € sur son contrat santé et elle n'a eu finalement un reste à charge que de 380 €. Donc tout ça, c'était du repricing, du cost containment avec l'hôpital. Le fait d'avoir finalement des lignes différentes selon les soins, c'est-à-dire que l'accouchement a coûté tant, les échographies tant, etc., les soins pré- et post-nataux. Et finalement, tout ça, c'est aussi le travail de l'assureur pour qu'il y ait le moins de reste à charge pour la personne assurée, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Pareil que, par expérience, il y a même des accouchements qui ont coûté jusqu'à $1 million, hein, dans le cas de triplé, par exemple. Voilà. On peut peut-être passer à la slide suivante, où on va parler un petit peu plus, en effet, des coûts donc de santé un petit peu plus dans le détail. Donc, comme l'évoquait Réginald, donc là, on vous a mis une petite infographie sur la gauche de l'écran avec le prix donc des soins en France et le prix des soins aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a vraiment une très grande différence. Bon, le généraliste, le spécialiste, on connaît. Et on voit qu'aux États-Unis, ça peut aller donc en moyenne, hein, bien sûr. C'est difficile de donner une vérité pour les soins aux États-Unis, puisque pour un même soin, selon l'état dans lequel on se trouve et le professionnel qu'on va voir, ça peut passer du simple au double, voire plus. Mais on a une moyenne entre 120 et 230 $ pour une consultation généraliste, plutôt voilà, 230, 250 $ pour un spécialiste. On a pris l'exemple du gynécologue aussi.
qu'un assureur a bien voulu, voilà, a des moyennes à nous communiquer. Et donc, l'accouchement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre 17 000 et 30 000 $, alors qu'en France, on est sur 2 400 € en moyenne. Oui. Donc, Enfin, c'est je sûr voudrais juste ajouter un point là-dessus parce que ça vous paraît un peu choquant, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, une bonne partie des charges des médecins sont les assurances eux-mêmes pour la responsabilité professionnelle, puisqu'il y a un sport local qui est d'aller attaquer son médecin ou l'hôpital ou la clinique, parfois pour savoir si vous avez été trop bien ou pas assez soigné. Donc, les médecins se couvrent. On a eu le même phénomène en France avec les gynécologues qui faisaient des échographies, vous savez, où en fait, les gens ont commencé à attaquer les échographistes. Et du coup, là, c'est la sécurité sociale aujourd'hui qui paye le coût des assureurs, des échographistes, des gynécologues, il faut le savoir. Donc, en fait, il y a une inflation qui est liée à la protection professionnelle des médecins. Il y a aussi un autre point sur lequel il faut insister, c'est que lorsque, par exemple, un médecin est un médecin d'un réseau HMO, si par exemple vous avez mal à la tête et qu'il y a un protocole à suivre pour pour la migraine, pour cet HMO, si vous lui dites, écoutez, j'ai aussi mal au genou, ce n'est pas le même problème et ça fait l'objet d'une autre consultation. Donc, c'est très protocolisé, c'est-à-dire que c'est très verticalisé et le médecin est obligé de suivre le protocole de la HMO puisqu'il est agréé, hein, comme le serait un carrossier pour une assurance pour sa voiture. Donc, il n'a pas tellement le choix, il n'a pas non plus… Parce que je ne voudrais pas qu'on ait une vision un peu péjorative des médecins américains. Ils sont très contraints, les médecins américains, hein. Quand ils sont affiliés, agréés par des assureurs, ils sont extrêmement contraints, c'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment aucune marge de manœuvre en termes cliniques, et même paracliniques. C'est-à-dire donc que par rapport à la consultation que vous paieriez si vous vouliez aller voir de façon volontaire un médecin, n'oubliez jamais que s'il y a un geste qui est fait par le médecin, ce sera un geste en plus à payer. Et que les spécialistes, je parle des gastro, je parlais des ORL, vont faire des gestes et que ces gestes seront payants. Donc la facture peut être augmentée très rapidement, d'où l'absolue nécessité d'être assuré. L'absolue nécessité d'être assuré. Merci Réginald. On parlait tout à l'heure de la différence entre, on commençait en tout cas à en parler, entre les assurances locales et les assurances internationales. Donc, il y a les trois notions donc, que vous voyez au centre de l'écran, que sont les deductibles, le copayment et l'out of pocket, qui est typiquement un vocabulaire américain pour la santé. On ne connaît pas ce genre de choses en France. La première, donc, est le deductible, qu'on peut communément appeler une franchise, qui en moyenne est de 2 000 $ par an et par personne. Alors, ça peut être moins, ça peut être beaucoup plus aussi, ça peut être de 5 000 ou 10 000 $ par an et par personne, où finalement, tant que vous n'atteignez pas ce montant de déductible, le contrat ne vous rembourse pas. On a une autre notion, qui est la notion de copay ou copayment, qui est lui une participation qui est à votre charge en fait, à chaque fois que vous allez chez le médecin, qui peut être un pourcentage, donc de 20 ou 30% par acte, ou qui peut être aussi un montant forfaitaire de 30, 50 $ selon le contrat que vous avez. Donc, encore une fois, c'est un système que l'on ne connaît pas forcément en France. Et l'out of pocket, alors lui, pour le coup, est un peu plus vertueux que les deux précédents, puisqu'il est là pour finalement contrôler la somme du copay que vous pourriez avoir sur toute une année. Voilà, pour dire que, par exemple, vous avez 3 000 $ d'out of pocket maximum par an, ce qui veut dire que le copayment cumulé ne peut pas être au-delà de ce montant prédéfini. Donc voilà, c'est très compliqué de s'y retrouver au départ quand on s'expatrie et qu'on voit sur les plans américains ce genre de vocabulaire. Et encore une fois, on est là pour vous accompagner là-dessus. Donc encore une fois, nous, on est plutôt partisans de contrats qui couvrent à 100% des frais réels jusqu'à un plafond. Donc c'est beaucoup plus lisible pour l'assuré, où on a des plafonds qui peuvent être de 200 $ par consultation, par exemple, 500 $ par consultation. Donc, finalement, c'est très lisible et très compréhensible. Et l'une des valeurs ajoutées des contrats internationaux, et qui est souvent demandée par les expats, parce que certes, il y a géographiquement, on n'est pas juste à côté, mais on a quand même beaucoup de nos compatriotes qui font des allers-retours au moins pour les vacances d'été, qui envoient parfois leurs enfants en France pour les vacances. C'est des contrats qui vous couvrent d'une part partout dans les États-Unis, alors que certains plans aux États-Unis ne vous couvrent que dans votre État ou dans les États limitrophes.
et vous couvre également dans le monde entier, y compris pour vos retours temporaires en France. Si vous souhaitez, lors de votre retour de 2 semaines ou 1 mois, aller voir vos médecins habituels dans votre langue. Voilà, c'est aussi rassurant, aussi pour du second avis médical, pas uniquement pour un aspect, pas seulement pour un aspect financier, mais je sais, alors Réginald, je compte sur vous pour en dire un peu plus là-dessus, mais qu'on n'a pas toujours le même diagnostic aux États-Unis qu'en France, et certaines personnes aiment bien revenir en France pour être sûr du diagnostic américain. Oui, c'est lié aussi au fait de la formation des médecins américains, qui n'est pas du tout la même que la formation des médecins français, et surtout la place très importante qui est faite aux États-Unis aux examens paracliniques, c'est-à-dire aux examens fonctionnels, radiologiques, scanners, IRM. En fait, ils sont en fait, c'est lié, je suis désolé, mais au système des assurances, c'est-à-dire que comme ils veulent être irréprochables, ils vont multiplier des examens complémentaires. Et je vous rappelle, et là c'est le médecin qui parle, c'est de dire que un scanner, c'est une grosse charge de rayonnement, hein. Donc multiplier les actes, eh bien, ce n'est pas obligatoirement au bénéfice du patient. Et nous, on fait en France, on est plus attaché à la clinique, à l'examen. On n'a pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, pas encore, pas encore. Et en tout cas, ça nous permet d'avoir. Et puis, je dirais que c'est plus facile. En France, il y a un niveau de discussion, un niveau d'échange avec le médecin parce qu'on est on est dans le même paradigme, puisqu'on est français. Et donc, les Américains, c'est beaucoup plus technique, hein, beaucoup plus technique. Et donc, ça peut choquer aussi parfois les expats, hein, quand ils vont expatrier, quand ils vont voir un médecin américain. Parfois, ils trouvent ça même un peu brutal, hein. C'est vrai aussi pour les soins dentaires, hein, parce qu'on n'a pas parlé des soins dentaires, mais c'est aussi la même chose. Donc, voilà, parce que quand, par exemple, un dentiste qui va vous faire un soin de type détartrage, il essaiera par exemple de ne pas vous passer de xylocaïne, d'anesthésiant, parce que à ce moment-là, il y a un risque allergique. Enfin, vous voyez, il y a tout un système en fait qui est lié à la crainte que peut avoir un praticien d'avoir des problèmes qui peuvent lui être reprochés. Et donc, s'il est attaqué en justice, eh bien, son premium va augmenter, et ainsi de suite. Voilà. Ok, ça me fait une très belle transition sur l'info suivante. Merci Réginald, sur l'augmentation des coûts. Alors qui n'a pas attendu le Covid pour le coup, puisqu'on sait que l'inflation médicale aux États-Unis, en moyenne, avant Covid, était déjà de 8% par an, pour toutes les raisons que vous évoquez là, sur des problématiques d'assurance. Les médicaments. Ouais, exactement. Aussi bien sur l'hospitalisation que la pharmacie que les consultations de médecine courante, c'est vraiment une inflation globale qui est répercutée forcément sur les primes d'assurance, aussi bien des assureurs locaux que des assureurs internationaux. On a vu beaucoup d'assureurs internationaux reculer sur la destination États-Unis. Ça devient, entre guillemets, de plus en plus compliqué d'avoir une pluralité d'acteurs sur le marché de l'assurance internationale sur ce pays-là, puisque ça fait peur. Donc, le métier de courtier, notamment, c'est de trouver toujours des assureurs, voilà, qui jouent le jeu, qui sont prêts à avoir des contrats stables, des primes qui n'évoluent pas trop fortement, avec une qualité de gestion dont on parlait tout à l'heure, avec des réseaux de soins, par exemple, quoi. Ouais. Vous voulez peut-être en parler, Réginald? Non, je crois que il est vrai que l'inflation est vraie aussi pour tous les patients qui peuvent être atteints de cancer, par exemple, parce que les prix des anticancéreux explosent, hein, puisqu'aujourd'hui on utilise beaucoup de médicaments spécifiques comme les anticorps monoclonaux qui coûtent une vraie véritable fortune, hein. Et donc, encore une fois, il faut vraiment prendre du temps pour faire et structurer son assurance santé. C'est vraiment vital et fondamental parce qu'il y a d'autres programmes dont on n'a pas parlé, mais qui sont un peu pour vous, un peu secondaires, hein, qui sont les systèmes publics, hein, c'est-à-dire Medicare et Medicaid, hein. Medicaid, c'est pour en fait les gens qui n'ont pas d'argent, et Medicare, c'est pour les gens de plus de 64 ans.
et parfois aussi pour les urgences pédiatriques, pour les maladies chroniques chez l'enfant. Et donc, ces systèmes, vous n'en bénéficierez pas, bien que vous pouvez vous retrouver aux urgences d'un hôpital public, puisqu'il y a un système public de prise en charge des urgences, mais c'est quand même, ce sont des établissements qui sont tenus en fait d'assurer les urgences, mais ils sont totalement saturés et c'est que dans les grandes villes. Donc, ils ont souvent des problèmes financiers, ils sont tout le temps en train de demander des donations parce que le système américain est un système privé, donc il faut que vous mettiez votre casquette privée, entreprise, et parler de la santé comme on n'en parle jamais en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… Voilà. En plus, il faut savoir si vous êtes malheureusement hospitalisé, sachez que, et c'est ce qui fait partie de l'inflation des coûts, c'est qu'il y a beaucoup de process aux États-Unis. Et dans une chambre d'hôpital, vous allez voir tourner… il n'est pas rare de voir 4-5 personnes dans une chambre d'hôpital. Chacun ayant une tâche c'est très taylorisé et il y a une notion de responsabilité. Donc, il y a vraiment quelqu'un pour chaque tâche et ainsi de suite. Et donc, tout ça, ça fait une inflation des coûts qui est absolument incroyable. Et voilà. Alors, est-ce que vous serez bien soigné? Je le pense. Mais ça explique cette inflation. À la fois sur le paiement des personnels. Et sachez que les hôpitaux privés aux États-Unis font aussi de la recherche. Donc, dans ce que vous payez, vous avez aussi le quota lié à la recherche et au développement de molécules ou de méthodes hospitalières. Vous voyez, donc voilà. Et puis, il y a des chaînes d'hôpitaux qui ont meilleure réputation que d'autres, par exemple. Donc, ça, il faut vraiment vous y intéresser et pas vous dire, bon, je suis jeune, j'ai 40 ans, ça ne m'arrivera pas. Parce que si vous avez l'accident de la route, eh ben, il faut être bien pris en charge et avoir les meilleurs soins possibles et pas se ruiner pour ça. J'ai un chiffre que vous pourrez, parce que moi, il est assez ancien, il a quelques années, c'est que je crois que plus de 50% des faillites familiales, vous savez qu'aux États-Unis, une famille peut tomber en faillite, sont liées à des problèmes de santé non couverts. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut payer et donc la famille est en faillite. Voilà. Je parle sous votre contrôle parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais moi, c'était un chiffre qui m'avait totalement effaré. En effet. On peut passer au slide suivant, qui est un slide un petit peu plus macro avec des infos sur le système de santé aux États-Unis, notamment sur l'Obamacare, qui est un sujet un petit peu éludé depuis quelques années, puisque c'était un sujet très important, notamment pour les expatriés au moment où Obama a mis en place l'Obamacare, puisqu'il y avait une pénalité fiscale donc pour tous les résidents sur le territoire américain. Lorsque vous n'aviez pas une assurance santé agréée, en tout cas compliant à l'Obamacare, Donald Trump a retiré cette pénalité. Donc l'Obamacare existe toujours, mais la pénalité a disparu, sauf dans 5 États où on peut toujours retrouver cette pénalité, donc, que sont le New Jersey, la Californie, le Rhode Island, Massachusetts et Washington DC. Où la pénalité peut être de 2,5% des revenus. Donc, ça peut quand même être un montant élevé. On a quand même certaines personnes qui préfèrent payer cette pénalité fiscale et un plan international plutôt qu'un contrat Obamacare, parce que les contrats Obamacare ont également connu une inflation médicale importante. Et même si c'est un système vertueux, l'Obamacare, on ne va pas remettre ça en cause. Le système qu'on évoquait tout à l'heure de deductible, de copayment, etc. est également présent sur ces contrats-là. Donc finalement, c'était vraiment un calcul à faire. Combien me coûte un contrat santé international? Combien me coûterait cette pénalité fiscale? Et combien me coûterait un contrat Obamacare? Donc nous, on est là aussi, encore une fois, pour vous accompagner sur ce sujet-là qui est un petit peu complexe, puisqu'il y a des plafonds selon qu'on soit en famille, seul, etc., sur cette pénalité. Donc, on peut vous accompagner sur le sujet. Peut-être préciser que l'Obamacare a été fait pour les plus démunis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a toute une partie de la population qui n'a aucune couverture sociale. Aucune. Et donc, le président Obama a voulu généraliser la prise en charge et a imposé aux assureurs le même niveau de protection, en fait. Le même coût pour tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette loi qui est généreuse, il y a des assureurs qui sont sortis de certains États en disant non, j'assure plus, parce qu'ils ont augmenté le premium, comme ils devaient assumer une forte dépense. Et surtout,
C'est quand vous vous inscrivez, il y a… Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Raphaël, peut-être que ça a changé, mais vous êtes obligé de donner vos antécédents et le contexte dans lequel vous vivez. Est-ce que vous êtes fumeur, pas fumeur? Est-ce que vous avez déjà été malade? Et ainsi de suite. Et si ma mémoire est bonne, dans l'Obamacare, on Pas le n'avait droit. Il n'y avait pas pas le de droit de questionnaire faire de santé. ça. Voilà, Exactement. Ouais. le questionnaire de santé avait été abandonné. Et donc, ça voulait dire que pour les actuaires des assureurs, ils ne connaissaient pas le risque des gens qu'ils assurent. D'accord? Vous savez qu'aux États-Unis, il ne faut jamais mentir sur les questionnaires, hein, vraiment. Et là, dans ce cadre précis, Obama avait levé ce qui était en fait, parce que ces types ne pouvaient pas se faire assurer. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'accidents de voiture. Eh bien, et comme souvent, les gens les plus démunis sont ceux qui ont souvent des maladies parce qu'ils sont dans un environnement difficile, ils ne se nourrissent pas très bien, donc ils sont malades. Et du coup, on a eu l'effet inverse de l'Obamacare, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États où il n'y a plus les assureurs santé. Ils préfèrent sortir que d'avoir imposé. C'est pour ça d'ailleurs que les républicains ont levé la… En fait, ce n'était pas uniquement parce qu'ils sont républicains et durs, mais tout simplement parce que cette taxe faisait que les assureurs n'avaient plus de… Enfin, il y avait plus de marché, quoi. Donc, le marché devenait trop cher pour eux. Voilà. Et donc, maintenant, c'est assez marginal, je crois, l'Obamacare. Hein. Oui, bah, c'est vrai que c'est présent dans plutôt les États démocrates, pour le coup. Ouais. Donc, c'est très politique, en effet, mais ce n'est pas présent dans tous les États démocrates. On n'a plus que 5 États. Alors, 6 avec le Vermont, mais le Vermont n'a pas de pénalité. Donc, on ne l'a pas indiqué là. On est assez en avance sur ce sujet-là et on accompagne notamment les sociétés françaises qui ont des expatriés ou détachés aux États-Unis dans les États en question pour émettre des formulaires 1095B qui exemptent en fait les expatriés français concernés de cette pénalité fiscale. Exactement, grâce à ce formulaire. Donc là, on est en capacité de l'émettre, par exemple. Pas sur des contrats individuels, mais sur des contrats qui sont payés par des structures françaises, en fait, des contrats collectifs d'expatriés français. Et donc, on avait évoqué Medicare et Medicaid, mais ouais. Sur le Medicare, je pense que c'est probablement pas le cas des gens qui nous écoutent, mais en gros, le Medicaid, c'est pour les gens qui n'ont pas de moyens, hein, mais c'est un système qui existe depuis d'ailleurs très très longtemps. Hein. Je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais je sais que le Medicaid est un système qui existe depuis très très longtemps. Et puis, quant au Medicare, eh bien, c'est pour les personnes âgées. Et puis pour, comme je l'ai dit, les enfants en maladie chronique, les adolescents avec des maladies chroniques. Voilà. C'est un système qui marche plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Il faut pas souvent, les États-Unis ont une image qui n'est pas une image sociale, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ce que je ne sais pas, c'est si les gens ont le choix, mais je ne crois pas qu'ils aient le choix dans le cadre de Medicare, Medicaid. C'est des centres dans lesquels on se présente et puis on est pris en charge. Voilà. Aller voir un médecin agréé. Voilà, ouais. Medicare. Exactement. On a voulu faire un point également sur le Covid et la couverture, parce que c'est vrai que ça a été un sujet pour les expatriés déjà sur place, mais également pour les nouveaux expatriés où il est vraiment nécessaire de couvrir cette pathologie. On a trouvé notamment des assureurs qui remboursaient les tests PCR, peu importe s'ils étaient faits dans le cadre administratif ou dans le cadre de symptômes de la maladie. Alors aujourd'hui, on va dire qu'on est plutôt sur un remboursement des tests dans le cadre de symptômes liés au Covid. En tout cas, cette maladie-là est couverte au même titre que n'importe quelle autre maladie par les assureurs internationaux. Et c'est vrai que ça a entraîné un comportement que l'on n'avait pas précédemment, en tout cas avant cette crise. C'est le développement de la téléconsultation, qui était un service qui existait déjà avant la crise du Covid, mais qui était très peu utilisé par les assurés internationaux et qui a explosé en termes d'utilisation puisque ça permettait aux expats déjà de téléconsulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une prise en charge très rapide, en général quelques minutes seulement, et d'avoir une prescription de soins qui était acceptée dans le pays de destination, notamment aux États-Unis,
On a des partenaires de téléconsultation qui eux-mêmes ont des partenaires, parce que pour qu'une prescription soit acceptée par une pharmacie, il faut qu'elle soit issue donc du pays dans lequel on se trouve. Et en fait, les prestataires de téléconsultation médicale ont des partenaires dans les différents pays, notamment aux États-Unis, pour que ce soit accepté en pharmacie. Donc vraiment, on a vu des gens confinés chez eux qui ont utilisé ça, qui ont pu parler à un médecin ou une infirmière dans leur langue et avoir une prescription qu'ils pouvaient utiliser sur place. Donc, nous, on veut vraiment développer ce service-là via nos assureurs. Et puis, nous aussi, Santexpat, on est en train de réfléchir à des solutions voilà, pour permettre aux expatriés français d'accéder à ce service. Et enfin, je terminerai par l'accompagnement de Santexpat. Donc oui, on est courtier comparateur, donc on a souvent l'image du courtier qui vous aide à souscrire un contrat. C'est le cas, mais on est là en amont, notamment sur les États-Unis, où on a vu les différents sujets qui étaient vraiment techniques. Donc on fait un véritable audit et une vraie étude de ce qui semble le plus adapté pour vous, CFE ou pas CFE, contrat local ou international. Et puis on est là également pendant toute la durée de vie du contrat. On ne s'arrête pas à la vente du contrat et on vous aide. On parlait tout à l'heure de la maternité sur lequel on a été vraiment actif avec l'assureur pour faire le lien avec l'hôpital. Donc, on compte vraiment là-dessus et sur un accompagnement voilà, à la hauteur de ce que l'on souhaite proposer aux Français. Je veux dire à titre personnel que je ne suis pas rémunéré par Santexpat et que je le fais dans un but unique, c'est que je pense qu'il faut, lorsqu'on expatrie aux États-Unis, il faut prendre le sujet très au sérieux. Et la notion de courtier, c'est-à-dire d'accompagnement de quelqu'un qui connaît le local et qui peut vous aider, est un point fondamental. Moi, je connais des gens aux États-Unis qui n'ont pas fait cette démarche. Et je vous assure que lorsque le pépin tombe, ça devient très, très compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je soutiens et que je suis là aujourd'hui. C'est parce que je pense que lorsqu'on est expatrié, s'appuyer sur un courtier, alors ça peut être Santexpat, ça peut être d'autres courtiers, mais Santexpat, quand ils m'ont décrit leur projet, eh bien, c'est un projet qui tient la route avec des gens qui connaissent bien les États-Unis, vous avez même parmi vous un de vos dirigeants qui a vécu. Donc, il sait de quoi il parle. Et je pense que c'est très, très important. J'insiste, passez du temps, regardez, discutez, mais faites-le même avant de partir, parce que quand on y est, et vous savez bien que tout peut arriver, je vous souhaite beaucoup de chance, mais vraiment, c'est un sujet très, très important parce que les États-Unis, c'est sans pitié de ce côté-là. Et c'est un pays où tout est privé et financier bien souvent. Et voilà, donc c'était le message que je voulais vraiment vous délivrer. Merci beaucoup, Réginald. Merci également à Raphaël. On a une petite vingtaine de minutes devant nous. Du coup, je vous propose qu'on passe à la session de questions-réponses. Vous pouvez donc continuer à déposer vos questions. Déjà, on commence à en avoir pas mal sur le chat, également sur le Facebook Live. Je vais commencer par les premières donc, qui sont adressées à Dany concernant votre expérience d'expatrié, puisque je vous rappelle donc Dany est basée à Washington. Alors, la première question pour vous, Dany, c'est qu'est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant aux États-Unis concernant la santé et surtout, est-ce que vous avez été confronté à des soucis ou à certaines complexités par rapport au système de santé américain? Dany, vous avez votre micro qui est coupé. Pardon, excusez-moi. Oui, ce qui m'a choqué en arrivant aux États-Unis, c'est effectivement le prix des consultations. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est que j'ai été hospitalisée assez rapidement et j'ai payé un certain prix, évidemment. Et pendant des mois, presque toutes les semaines, je recevais autre chose à payer, encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Donc, ça dépassait largement le budget prévisionnel de mon hospitalisation. En tant que membre d'accueil, on a été confronté plusieurs fois par des problèmes, notamment maternité, une maternité qui a été à 6 mois de grossesse par accident. Donc, la personne n'a pas pu rentrer en France comme prévu.
et n'avait pas une assurance américaine, elle était juste en assurance française. Donc, il a fallu que le consulat intervienne et c'était un petit peu dramatique parce que, comme le disait le docteur Alouche, il y a le problème de prématurité. Et quand on est hospitalisé, quand un bébé est hospitalisé en prématurité, ça coûte excessivement cher. Et ces gens ont été complètement déstabilisés et ont eu des gros problèmes. J'ai connu aussi le cas d'un jeune homme qui faisait du trekking, je crois que c'est dans le Colorado, dont l'assurance de ses parents ne le couvrait pas dans ce coin, et qui a eu, je crois, une fracture ouverte. Et ça a été également dramatique, parce qu'il a fallu le rapatrier en France, parce que c'était pas possible de soigner ici. Donc, on a eu plusieurs problèmes comme ça. Donc, effectivement, c'est choquant de voir les prix qui sont pratiqués ici. Et ce qui m'a également choquée ici, c'est le fait de devoir donner une certaine somme à certains médecins pour entrer dans leur panel. Ils acceptent tant de personnes et si vous n'avez pas payé le droit d'entrée, vous ne pouvez pas. Donc, ce sont en principe des très bons médecins. Et quand on a une maladie grave, on veut toujours avoir le meilleur médecin possible. Et là, ça devient très compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais remercier. Je crois vraiment que c'est les mêmes expériences. Vous avez vu, vous avez repris les mêmes exemples parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'aléa. L'aléa que peut coûter très cher aux États-Unis. Donc vraiment, et malgré effectivement la diligence des services consulaires, il faut vraiment faire attention, vraiment. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire que le docteur Alouche avait vraiment brossé le portrait complet de ce qui se passe aux États-Unis. C'était très, très précis. Et comme lui, je vous encourage à faire un plan de santé si vous ne l'avez pas déjà fait ou d'en parler autour de vous aux nouveaux expatriés. Très important. Alors, on a une petite question sur Obamacare qu'on a évoqué juste avant. Donc, c'est Julien qui nous demande: j'aimerais comprendre l'obligation ou pas de prendre une assurance Obamacare et les pénalités potentielles. Je pense que qui est-ce qui souhaiterait clarifier cela, Réginald, peut-être? Non, je crois que ça a été bien décrit par Raphaël. C'est-à-dire qu'en fait, le Barack Obama, lorsqu'il a lancé ça, il voulait que ce soit vraiment une réforme nationale. Et donc, il a enlevé le questionnaire de préinscription pour que les actuaires évaluent le premium. Et puis, il a obligé les gens à le prendre, ou sinon, il y avait une pénalité sur les revenus. Et donc, ça a posé un problème parce que, comme il y avait un caractère d'obligation, il y a eu tout un jeu de bras de fer avec les assureurs que les assureurs ont gagné. Il y a des assureurs qui sont sortis complètement de certains États. Moi, je connais bien la Floride. Eh bien, en Floride, il y a trois assureurs qui sont sortis, simplement parce qu'ils ne pouvaient plus quantifier le risque. Et comme ils ne quantifiaient plus le risque, ils augmentaient les premiums et du coup, les clients trouvaient ça absolument hallucinant. Donc, alors, les 5 États qui restent, comme l'a très bien dit Raphaël, vous pouvez avoir un système dérogatoire en remplissant un document, puisque vous êtes expat et que vous n'êtes pas natif. Et donc, voilà, vous pouvez ne pas payer cette charge. La Californie est toujours la plus motivée parce que c'est la plus démocrate. Il y a beaucoup d'expatriés en Californie, donc faites-le pour ne pas payer cette voilà. Est-ce que Raphaël veut peut-être rajouter, parce que je ne suis pas le spécialiste de l'Obamacare, mais… Non, c'est ça. Alors, c'est vrai que ce formulaire, on peut l'émettre uniquement, comme je disais tout à l'heure, lorsque le contrat est souscrit depuis la France par une structure française, une personne morale française, moins lorsque le contrat est individuel. Après, voilà, si vous êtes dans l'un de ces 5 États, en effet, vous êtes concerné par la pénalité fiscale. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous avez vraiment une liberté de choix de ne pas prendre le contrat Obamacare. Et encore une fois, même si vous deviez payer cette pénalité, on peut vous accompagner sur justement le coût global de l'assurance santé internationale plus de la pénalité par rapport à un plan Obamacare pour voir lequel est le plus intéressant. Alors, on a des questions concernant la CFE. Je vais prendre celle d'Astrid. Alors, peut-on parler de la formule CFE mutuelle? J'ai 62 ans et ne travaillant plus, je cherche une assurance qui me couvre aussi bien aux États-Unis pendant 7 mois et en France pendant 5 mois. Oui, alors les assureurs avec lesquels on travaille
travaille en complément de la Caisse des Français de l'étranger. Pour le coup, là, on se rapproche beaucoup de ce qu'on connaît en France avec la sécurité sociale, donc qui est remplacée là par la Caisse des Français de l'étranger. La CFE va vous rembourser à hauteur de ce qu'elle rembourse en France, la base de remboursement de la sécurité sociale. Donc, si vous allez voir un médecin à 150 $, la CFE va vous rembourser 17,50 €, voilà, comme ce que la Sécu pourrait rembourser pour un soin en France. L'intérêt de l'assureur est d'intervenir en complément et donc pour que le reste à charge soit de zéro ou alors le plus faible possible. Et là, on peut vous proposer des devis, en tout cas, pour voir ce que ça pourrait vous coûter. C'est vrai que la CFE, pour le coup, n'a pas un énorme impact tarifaire lorsqu'on parle des États-Unis, puisque, comme je le disais là, la CFE rembourse peut-être que 10% du soin global. Donc, finalement, l'assureur porte la quasi-totalité du coût. Et le coût de l'assurance, lui, est peut-être assez important, même en complément CFE. Merci Raphaël. J'ai une autre question vraiment sur un cas particulier, mais c'est toujours bien à aborder. Donc de Suzy. Bonjour à tous, je vais m'expatrier pour 22 mois aux États-Unis à Philadelphie comme chercheuse à l'université. Et je serai malheureusement obligée de prendre l'assurance santé de mon université, l'université de Pennsylvanie. Pour rester couverte lors de mes séjours dans d'autres États ou lors de séjours en France et à l'étranger, puis-je souscrire à une assurance santé internationale en France? J'aurai beaucoup de voyages prévus cette année. Oui, en effet, c'est vrai que les écoles ou universités américaines sont très protectionnistes et ont créé toutes leurs propres contrats d'assurance. Et en fait, si vous ne respectez pas les critères donc, qui sont listés par l'école, en fait, et certaines écoles obligent à ce que les critères de l'Obamacare soient respectés, ce qui n'est jamais le cas des contrats internationaux, soit parce qu'il y a des questionnaires de santé, soit parce que le plafond ne correspond pas aux critères. Donc, en effet, vous êtes à ce moment-là obligé de souscrire au contrat santé de l'école. Rien ne vous empêche, en revanche, de souscrire un deuxième contrat qui vous couvre, là, dans le cas de Suzy, en dehors enfin, même dans votre État, en fait, mais également dans le reste des États-Unis et en France lorsque vous rentrez. Là, on a une question qui est assez générique, mais je pense que tout le monde se pose en arrivant aux États-Unis. Sur les 3 premiers mois, peut-on se reposer sur les assurances de la carte bancaire, type Gold, Mastercard, Visa Premier, etc. C'est un vaste sujet. Moi, en tant qu'assureur, je dirais non. En tant que client, voilà, ça se discute. C'est trop compliqué en plus de connaître ce marché des cartes bancaires, puisque déjà, les contrats d'assurance liés à la carte diffèrent d'un type de carte à l'autre et diffèrent aussi d'une banque à l'autre. Souvent, les plafonds sont très limités. Alors, encore une fois, c'est compliqué de rentrer dans le détail des cartes infinites, Visa, etc., Mastercard, mais on a des plafonds qui peuvent être de 100 000 €, 50 000 €, 200 000 €, qui peuvent être largement insuffisants pour une hospitalisation d'urgence aux États-Unis. Je crois que dans certains cas, il faut aussi avoir payé avec sa carte bancaire pour être couvert pendant le séjour. Donc, et je sais qu'il faut respecter un protocole très strict. Donc, appeler l'assisteur de la carte bancaire pour que ce soit bien pris en charge, que vous soyez dirigé vers un hôpital. Donc ça a le mérite d'exister. Moi, je pense que c'est bien pour des très courts séjours. Pour les 3 premiers mois, ça me semble insuffisant, mais ça a le mérite d'exister. Merci Raphaël. J'ai une autre question pour Dani, donc en tant qu'expatriée ou de ce qu'elle a pu voir au sein de la FIAF. Dani, trouvez-vous que la qualité des soins dispensés aux États-Unis est de bonne qualité, voire de meilleure qualité qu'en France, sur le dentaire par exemple, ou une autre spécialité? Moi, non, pour mon expérience personnelle, je trouve que les soins sont aussi bons aux États-Unis qu'en France. Ça dépend de la spécialité, ça dépend si vous êtes à l'aise avec le centre de santé où vous vous trouvez. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est bien soigné aux États-Unis. Alors évidemment, ça dépend effectivement de l'assurance, si on peut travailler avec des bons médecins, des bons hôpitaux, mais dans l'ensemble, je dirais que oui. Ok, merci. Alors là, on a une question un petit peu plus technique.
Alors, sur le statut des frais continus aux États-Unis après les procédures hospitalières, existe-t-il un type de procédure ou de demande que nous puissions faire pour savoir ce qu'ils vont nous facturer? Par exemple, j'ai été surpris lors d'un examen de biopsie d'avoir reçu des frais séparés de l'hôpital, du professionnel qui a effectué la procédure de prélèvement et dont je ne savais pas qu'il n'était pas inclus dans les services hospitaliers, du rapport d'analyse, du laboratoire qui a fait l'analyse, qui n'était pas à l'hôpital, etc. Est-ce qu'on peut demander un budget global ou un devis? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est ce qui m'avait surprise moi aussi quand j'étais hospitalisée. Et moi, j'ai une très très bonne assurance, mais j'ai jamais réussi à savoir le budget global de ce que j'aurais à donner. Maintenant, je suis habituée, donc je sais que je vais recevoir, mais on m'avait jamais expliqué et je n'ai jamais eu un budget global. Alors, je ne sais pas si ça se fait, mais j'en ai pas connaissance en tout cas. Juste un point là-dessus pour compléter ce que vient de dire Madame Galland, c'est que souvent, quand vous faites un acte médical, il va falloir demander des examens complémentaires. Et donc, si vous avez eu une consultation et que, par exemple, il faut faire une électrophorèse des protéines, ils vont le faire. Et si c'était inclus dans le contrat global qui a été négocié, si c'est une HMO, par exemple, ils vont vous facturer en plus. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, aux États-Unis, tout se paye. Tout. Donc, de toute façon, n'ayez aucune illusion. Vous n'aurez pas de bonne surprise dans ce cadre-là. Je suis d'accord avec Dany Galland qui dit qu'on est bien soigné aux États-Unis. C'est toujours la même chose. Il y a des bons médecins et des mauvais médecins, mais globalement, les Américains sont bien soignés quand ils ont le choix quand ils ont le choix de la réputation de leur médecin. Et bon, il faut parler un peu avec les gens, surtout si vous avez la chance de connaître des gens qui sont déjà là depuis quelques années, ils ont fait tout ce parcours-là. Donc, n'hésitez pas à en parler, mais vous n'aurez pas de bonne surprise d'un point de vue financier. Ne vous faites aucune illusion. Hein. Tout est payant, tout. Voilà. Donc, voilà. Vous savez, de vous à moi, en France, lorsque vous allez en pharmacie, que vous sortez votre carte magique vitale et que vous sortez sans payer, vous n'avez pas le prix. Et alors, c'est dans l'autre sens, mais la réalité, elle est exactement la même. Vous avez des ordonnances qui font 2 pages, vous avez des examens complémentaires qui font 2 pages, qui sont payés par la collectivité, mais de toute façon, ils coûtent de l'argent. Donc, aux États-Unis, cet argent, on vous le fera payer si vous n'avez pas eu eh bien, si vous n'avez pas un contrat, un plan qui vous permet de faire en sorte que ce soit pris en charge. Et pour rebondir sur cet exemple-là, cette question, il faut savoir que les hôpitaux américains ont des services de recouvrement en interne. et donc, finalement, la facture a peut-être déjà été payée par l'assureur, souvent d'ailleurs, mais la relance, elle part quand même chez l'assuré. Donc, ne payez pas. Appelez votre assureur, demandez-lui s'il a déjà réglé l'hôpital. Et c'est souvent le cas. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive très régulièrement, d'avoir des relances alors que le soin est déjà payé. Quoi. Ouais, il ne faut pas hésiter à demander aux hôpitaux pourquoi ils demandent ça en plus, effectivement, parce que souvent, moi j'ai constaté, les assurances, comme vous le dites, ont déjà payé. Et payer 2 fois, c'est quand même un petit peu gênant. C'est juste. Merci beaucoup à tous les 3. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. Pour un cancer ou une maladie lourde, vaut-il mieux se faire soigner en France? Alors, d'un point de vue, je laisse peut-être Régina répondre d'un point de vue médical. Écoutez, comment vous répondre à cette question? Parce que, en fait, la réglementation pour les médicaments innovants, en fait, c'est ça la réalité. C'est-à-dire que si vous êtes traité aux États-Unis, si vous êtes traité en France, en général, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle evidence-based medicine, c'est-à-dire qu'il y a des publications, il y a des protocoles. Mais il y a d'abord des différences entre les États-Unis et la France. Les Américains utilisent souvent les médicaments à des doses plus fortes qu'en France. C'est comme ça depuis des années. Ils ont aussi une réglementation qui leur permet d'essayer des médicaments dans un cadre réglementaire qui est compassionnel, qui est plus facile qu'en France, puisque le système compassionnel, c'est que vous avez une maladie difficile, il y a un traitement, il n'est pas encore tout à fait enregistré, mais on peut vous l'administrer. Donc, je pense qu'aux États-Unis, vous avez autant de chances, voire de temps en temps un peu plus de chances. Mais ça, c'est toute chose égale par ailleurs si vous ne regardez pas le prix. Parce que si vous avez des anticorps monoclonaux ou même, vous savez, tous les systèmes de modification
de cellules. Les carcelles, par exemple, ça peut coûter, une carcelle, c'est $1 million. Donc, il faut vraiment faire attention et gérer, presque co-gérer, parler avec votre assureur, parler avec votre courtier, parler avec votre médecin pour savoir exactement. Voilà. En France, je vous donne un exemple pour les carcelles qui sont utilisées dans des maladies du sang. En fait, on prend les cellules, on les transforme en laboratoire et on les réinjecte aux patients. C'est une nouvelle technologie qui est extrêmement prometteuse, qui est nouvelle, donc elle coûte très cher. En France, on paye, il y a une carcelle par an réservée aux enfants réfractaires au traitement. Une, la sécurité sociale. Aux États-Unis, il y en a plus puisque les labos en font la promotion. Donc, ma réponse, elle est un peu mitigée, c'est-à-dire que les médecins français sont d'excellents médecins. Ce n'est pas parce que j'en suis un, mais la médecine française est bonne, elle est de qualité, elle est très à l'écoute. La médecine américaine est une médecine technique, mais aussi d'excellente qualité. Et encore une fois, dans ce que je vous dis, il y a toujours l'aléa de ne pas tomber sur le pas très bon, quoi. Voilà. Moi, je voudrais rajouter une chose en disant qu'on a de très, très bons oncologues en France. Ils sont de très bonne qualité. Ici, comme vous le dites, aux États-Unis, c'est beaucoup plus technique et c'est une haute technicité. Et on voit tous les ans 2 ou 3 cas d'enfants leucémiques qui sont envoyés ici à Washington, Bethesda, au NIH, pour avoir des traitements tout à fait innovants qu'on ne trouve pas encore en France. Donc voilà, mais on a de très très bons oncologues en France, ça c'est certain. Parfait, merci beaucoup à tous les trois. Ce webinaire touche à sa fin, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Nous avons enregistré ce webinaire qui était retransmis en live sur Facebook. Vous pourrez donc le retrouver très bientôt en replay sur le site web de santexpat.fr, mais également sur nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos collègues, aux membres de votre famille, qu'ils soient expatriés ou futurs expatriés aux États-Unis, et à prendre contact avec nos experts pour plus d'informations. Je vous souhaite à tous une belle soirée et à très bientôt. Très bien. Merci à pour tous. l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dani, merci Régina. Merci beaucoup, Raphaël. Au revoir. Au revoir. Au revoir.